Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, prince d'Abyssinie. Chapitres 6 à 10. Chapitre 6, dissertation sur l'art de voler dans les airs. Parmi les artistes que les séductions de la vallée du bonheur y avaient attirés, pour l'avantage et le plaisir de ses habitants, se trouvait un homme éminemment habile dans la science de la mécanique et à qui l'on devait plusieurs inventions d'agrément et d'utilité. Ici, une roue qu'il avait établie sur un courant élevait l'eau jusqu'au sommet d'une tour d'où elle se distribuait ensuite dans tous les appartements du palais. Là, dans un pavillon du jardin, il avait su ménager des pluies artificielles qui entretenaient une fraîcheur constante. Plus loin, dans un bosquet réservé aux dames, l'air était renouvelé sans cesse par des éventails qu'un ruisseau mettait en mouvement. Ailleurs enfin, des instruments placés de distance en distance, agités les uns par l'action du vent, les autres par l'impulsion de l'eau, faisaient entendre les sons les plus harmonieux. Cet artiste recevait de fréquentes visites de Rasselas, qui recherchait tous les genres d'instructions, dont l'espoir d'en faire usage lorsque le monde s'ouvrirait à ses vœux. Un jour qu'il était venu faire au mécanicien sa visite habituelle, il le trouva occupé à construire un char à voile. Cette invention lui parut bonne, mais pour un terrain plat seulement. Il donna des éloges au travail et pressa vivement l'auteur de l'achever. L'artiste, flatté de se voir ainsi distingué par le prince, résolut de s'élever plus haut dans sa faveur. « Vous n'avez encore vu, lui dit-il, qu'un faible essai du pouvoir de la mécanique. Je suis depuis longtemps convaincu qu'au lieu des moyens de transport si lents et si bornés qu'offrent les vaisseaux et les voitures, l'homme trouvera dans les ailes un agent plus rapide, que les voies de l'air seront ouvertes à la science et que l'ignorance et la paresse seules seront condamnées à ramper sur la terre. » Cette idée ralluma dans le prince le désir de franchir les montagnes. Témoin des succès du mécanicien, il en espérait des chefs-d'œuvre plus hardis encore. Toutefois, pour ne pas s'exposer à un mécompte, il voulut s'éclairer par quelques questions. « Je crains, lui dit-il, que l'imagination chez vous n'aille plus loin que la puissance, et que vous ne me parliez plutôt de ce que vous croyez possible que ce dont vous êtes capable. Chaque animal a son élément qui lui est propre, l'air est pour les oiseaux, la terre pour l'homme et les quadrupèdes. » « Oui, répliqua le mécanicien, mais quoique l'eau appartienne aux poissons, l'homme ainsi que d'autres animaux savent nager, ceci par instinct, l'homme quand il s'y est exercé. Puisqu'on nage, on ne doit pas désespérer de voler. Nager, c'est voler dans un fluide plus dense. Voler, c'est nager dans un fluide plus rare. Il ne s'agit que de proportionner la force de notre action à la résistance de la matière qu'il faut traverser. Vous vous soutiendrez nécessairement dans l'atmosphère si les impulsions successives dont vous frappez l'air s'opèrent en moins de temps qu'il n'en faut à ce fluide pour céder à l'effet de la pression. Mais l'exercice de la natation, dit le prince, est extrêmement pénible. Les membres les plus robustes en sont bientôt fatigués. Je crains que le vol ne soit un exercice plus violent encore. Des ailes ne nous seront pas d'ailleurs d'une grande utilité, à moins qu'on ne puisse franchir plus de distance au vol qu'à la nage. La difficulté de quitter le sol exigera, dit l'artiste, un effort considérable. Nous pouvons en juger par l'exemple de nos oiseaux domestiques les plus lourds. Mais à mesure que nous nous élèverons, l'attraction de la terre et la gravitation du corps diminueront graduellement jusqu'à ce que nous arrivions dans une région où l'homme flottera dans les airs sans que rien tende à déterminer sa chute. Il n'aura plus alors qu'à se porter en avant et la plus légère impulsion lui suffira. Votre avis de curiosité comprendra facilement, prince, tout ce qu'un philosophe porté sur des ailes et planant dans les cieux éprouverait de joie en voyant la terre avec ses habitants rouler au-dessous de lui et déployer successivement à ses regards, dans son mouvement diurne, tous les pays situés sur le même parallèle. Ainsi, suspendu dans l'air, quel plaisir d'assister au mouvant spectacle de la terre et des eaux, des cités et des déserts, de contempler avec une égale sécurité les lieux animés par l'industrie et le commerce et ceux que dévaste la guerre, les montagnes infestées de brigands et les plaines fécondes où règnent l'abondance et la paix. Qu'il sera facile alors d'embrasser d'un seul coup d'œil tout le cours du Nil, de franchir en un moment les contrées les plus lointaines et d'étudier enfin la nature sous tous ses aspects d'un bout du monde à l'autre. « Tout cela est bien, dit le prince, mais je crains que l'homme ne puisse respirer dans ces régions de contemplation et de tranquillité. J'ai entendu dire que le jeu des poumons est difficile sur les hautes montagnes, et même que, malgré leur élévation qui raréfie l'air à un degré remarquable, il est fort aisé d'en tomber. Je suppose donc qu'à toute hauteur où l'homme pourrait vivre, il serait exposé au danger de descendre avec trop de rapidité. »« On n'entreprendrait jamais rien, répliqua l'artiste, s'il fallait répondre d'abord à toutes les objections possibles. Voulez-vous favoriser mon projet ? J'en ferai laisser à mes risques et périls. J'ai étudié la structure de tous les animaux qui volent, et j'ai trouvé que les ailes articulées et continues de la chauve-souris sont celles qui conviennent le mieux à la forme humaine. Dès demain, je travaille sur ce modèle, et dans un an, je compte planer dans les airs au-dessus de la malveillance et des attaques des méchants. Je ne me mets pourtant à l'ouvrage qu'à une condition, c'est que vous me garderez le secret.
et que vous n'exigerez jamais que je fasse des ailes pour d'autres que pour nous. » « Pourquoi, dit le prince, priver les autres d'un si grand avantage? On doit toujours travailler dans l'intérêt de tous. Il n'y a pas un seul homme qui n'ait des obligations à ses semblables, et il faut rendre le bien qu'on a reçu. »« Si les hommes étaient tous vertueux, reprit l'artiste, je m'empresserais de leur apprendre à voler. Mais où serait la sécurité des bons si les méchants pouvaient à leur gré tomber sur eux du haut des airs? Contre des armées voguant sur les nuages, quel rempart, quelle montagne, quelle mer offrirait un abri? Une bande de barbares, amenée du nord sur l'aile des vents, pourrait fondre avec une irrésistible violence sur la capitale d'une contrée fertile, placée au-dessous de sa route. L'enceinte même de notre vallée, retraite des princes et séjour du bonheur, pourrait être violée par l'irruption soudaine de quelques-unes des nations nues et sauvages qui fourmillent sur les côtes de la mer du Sud. Le prince promit le secret et attendit l'exécution non sans espoir. Il allait de temps en temps voir le travail, étudier ses progrès et remarquer plusieurs dispositions ingénieuses destinées à faciliter la manœuvre des ailes en unissant la légèreté à la force. L'artiste se persuadait chaque jour davantage que son mécanisme laisserait les vautours et les aigles bien loin derrière lui, et cette confiance finit par s'emparer également du prince. Au bout d'un an, le travail fut terminé, et au jour fixé, le mécanicien, muni de son appareil, se rendit sur un petit promontoire. Là, après avoir balancé quelque temps ses ailes, il prit son élan et alla tomber droit dans le lac. Ses ailes, qui n'avaient pas pu lui servir dans l'air, le soutinrent sur l'eau, d'où le prince parvint à le ramener sur la rive, à moitié mort de dépit et de peur. Chapitre 7. Le prince rencontre un savant. Rasselas ne fut pas trop affligé de ce résultat dont il n'avait mieux auguré que faute d'avoir alors en vue d'autres moyens de fuir, et il persista dans son projet de quitter l'heureuse vallée à la première occasion. Mais son imagination restait en défaut. Il n'apercevait aucune voie pour pénétrer dans le monde, et malgré sa ferme résolution, le découragement vint peu à peu s'emparer de son esprit, et il commençait à le remplir de nouveau des pensées les plus tristes, lorsque la saison pluvieuse qui, en Abyssinie, est périodique, suspendit ses excursions solitaires. On n'avait jamais vu les pluies durer si longtemps ni avec tant de violence. Les nuages venant à se briser contre les montagnes, les eaux se répandirent par torrents dans la plaine, et avec une telle abondance qu'elles finirent par ne plus trouver une issue suffisante dans l'étroite ouverture de la caverne. Le lac déborda et l'inondation couvrit toute la vallée. L'éminence sur laquelle le palais était bâti, ainsi que quelques autres parties de terrain élevé, étaient devenus les seuls points que l'œil put encore apercevoir. Les troupeaux avaient abandonné les pâturages, et les animaux domestiques, comme les bêtes sauvages, s'étaient réfugiés sur les montagnes. Cette inondation interdit aux princes et aux princesses tous les plaisirs, excepté ceux du palais. Un jour, Rasselas entendit Imlac y réciter un poème dont l'homme était le sujet. Il en fut si frappé qu'il pria le poète de venir dans son appartement lui en faire une seconde lecture. Causant alors familièrement avec lui, le prince fut charmé de trouver un homme aussi instruit de l'histoire du monde qu'habile à peindre les scènes de la vie. Il lui fit une foule de questions sur les choses les plus communes pour le reste des hommes, mais auxquelles son isolement l'avait rendu tout à fait étranger. Le poète plaignait son ignorance, aimait sa curiosité, et lui parlait chaque jour d'objets si nouveaux et si instructifs que le prince voyait toujours arriver avec regret l'heure du repos et attendait avec impatience que le moment du réveil le rendît à ses entretiens chéris. Un jour qu'ils étaient ensemble, le prince demanda à Imlac de lui raconter son histoire et de lui apprendre par suite de quelle contrainte ou de quelle séduction il se trouvait enfermé dans la vallée du bonheur. Imlac allait satisfaire sa curiosité quand on appela Rasselas pour un concert qui les obligea d'attendre jusqu'au soir. Chapitre 8. Histoire d'Imlac. Sous la zone torride, la soirée est le seul moment où l'on puisse se livrer au plaisir. Aussi était-il minuit quand le concert cessa et quand les princesses se retirèrent. Rasselas appela alors Imlac et le pria de commencer son récit. « Prince, dit Imlac, mon histoire n'est pas longue. Une vie consacrée à l'étude s'écoule dans le silence. Peu d'événements en varient le cours. Parler en public, réfléchir dans la solitude, lire et écouter, questionner et répondre, tels sont les soins de l'homme qui s'est voué aux lettres. Il traverse le monde sans le frapper d'étonnement ni de terreur, et n'est guère connu ou apprécié que par ceux qui lui ressemblent. Je suis né dans le royaume de Guam, à peu de distance de la source du Nil. Mon père était un riche négociant qui faisait le commerce entre l'intérieur de l'Afrique et les ports de la mer Rouge. C'était un homme honnête, économe, laborieux, mais de sentiments vulgaires et d'un esprit peu étendu. Son unique souci était de s'enrichir et de cacher ensuite ses richesses pour n'en pas être dépouillé par les gouverneurs de la province. « Certes, dit le prince, il faut que mon père néglige bien ses devoirs de souverain s'il y a dans ces États des hommes qui osent s'emparer du bien d'autrui. Ne sait-il pas que les rois sont responsables des injustices qu'ils souffrent comme de celles qu'ils commettent? Si j'étais empereur,
Le moindre de mes sujets ne serait pas opprimé impunément, et mon sang bouillonne à cette idée qu'un négociant n'ose jouir d'une fortune bien acquise dans la crainte de la perdre par la rapacité des hommes puissants. Nomme-moi le gouverneur coupable de cet attentat, afin que je puisse faire connaître ses crimes à l'empereur. « Prince, dit Imlac, cette généreuse ardeur est l'effet naturel de la jeunesse et de la vertu. Le temps viendra où vous absoudrez votre père et peut-être entendrez-vous parler vous-même avec moins d'impatience des actes de ce gouverneur. En Abyssinie, l'oppression est rare et n'est point tolérée, mais on n'a pas encore découvert une seule forme de gouvernement qui rende toute tyrannie impossible. La subordination suppose l'autorité d'une part et la soumission de l'autre. Tant que le pouvoir se trouvera dans les mains de l'homme, l'homme en abusera. La vigilance du magistrat suprême peut faire beaucoup sans doute, mais ne peut pas tout faire. Il ignore une partie des crimes qui se commettent, et rarement il peut punir tous ceux dont il a connaissance. « Voilà ce que je ne comprends pas, dit le prince. Mais j'aime mieux t'écouter que d'engager une discussion. Continue ton récit. » La première intention de mon père, poursuivit Imlac, était de ne me donner qu'une éducation commerciale. Comme il avait reconnu qu'à la faculté de saisir vivement, je joignais une mémoire puissante, il disait tout haut que je deviendrais un jour l'homme le plus riche d'Abyssinie. « Comment, dit le prince, ton père désirait-il augmenter sa fortune, puisqu'elle était déjà si considérable qu'il n'osait ni la montrer ni en jouir? Je suis loin de révoquer en doute ta véracité. Cependant, deux idées qui s'excluent ne sauraient être vraies toutes deux à la fois. »« Si elles s'excluent, reprit Imlac, elles ne sauraient être justes toutes deux. Mais quand il s'agit de l'homme, elles peuvent toutes deux être vraies. Contradiction d'ailleurs n'est point inconséquence. Mon père pouvait espérer plus de sécurité dans l'avenir. Puis n'est-il pas nécessaire d'avoir toujours quelque chose à désirer pour rester en haleine? L'homme qui n'a pas de besoin réel s'en crée bientôt d'imaginaire. »« J'entends à peu près cette explication, dit le prince. Je suis fâché de t'avoir interrompu. »« C'est dans cette espérance, continua Imlac, que mon père m'envoya au collège. Mais après avoir une fois senti le charme de l'instruction et goûté les plaisirs de l'intelligence, après avoir éprouvé l'enivrement d'orgueil que donne une découverte, je commençai en moi-même à dédaigner les richesses et je résolus de faire avorter les projets d'un père dont les conceptions toutes matérielles excitaient ma pitié. Sa tendresse attendit que j'eusse 20 ans avant de m'exposer à la fatigue des voyages, ce qui m'avait laissé le temps de m'instruire à fond sous différents maîtres dans la littérature de mon pays. Comme chaque instant d'étude m'apprenait quelque chose de nouveau, je vivais dans une suite continuelle de jouissances. Mais à mesure que j'approchais de l'âge viril, je perdis beaucoup de respect auquel on m'avait habitué pour mes maîtres, parce qu'à la fin de chaque leçon, je ne les trouvais ni plus sages, ni meilleurs que le reste des hommes. Mon père prit enfin le parti de m'initier au commerce, et m'ouvrant un de ses trésors souterrains, il me compta 10 000 pièces d'or. « Voilà, me dit-il, jeune homme, le fonds que vous avez à faire valoir. Je n'ai pas eu la 5e partie en commençant, et vous voyez combien l'activité et l'économie ont accru mon capital. Ce fonds vous appartient, vous êtes maître de le dissiper ou de l'accroître. Si vous le laissez périr par négligence ou par caprice, vous attendrez ma mort pour être riche. Mais si en 4 ans vous parvenez à le doubler, dès lors plus de subordination entre nous. Nous vivrons ensemble comme amis et comme associés, car je traiterai toujours en égal quiconque sera aussi habile que moi dans l'art de s'enrichir. » Nous plaçâmes sur des chameaux notre argent, soigneusement caché dans des balles de marchandises de bas prix, et nous nous dirigeâmes vers les côtes de la mer Rouge. Lorsque je jetai les yeux sur l'immensité des eaux, mon cœur bondit comme celui d'un prisonnier échappé de ses fers. Je sentis naître en moi une insatiable curiosité, et je me promis bien de saisir une si belle occasion de parcourir le monde, pour y étudier de nouvelles mœurs et pour apprendre des sciences inconnues à l'Abyssinie. Je me rappelai que mon père, en me recommandant le soin de ma fortune, n'avait exigé de moi aucune promesse, et m'avait seulement exposé à une amende que j'étais maître d'encourir. Je me déterminai donc à satisfaire ma passion dominante et à me désaltérer à longs traits dans les sources de la science pour y éteindre la soif ardente qui me dévorait. Comme je passais pour faire le commerce sans dépendre de mon père, il me fut aisé de lier connaissance avec le maître d'un navire et d'y prendre passage pour une contrée étrangère. Je n'avais aucune vue arrêtée sur la direction de mon voyage. Il me suffisait de voir un pays nouveau, quel qu'il fût. Je montai donc au hasard sur un bâtiment à destination pour Surate, après avoir laissé pour mon père une lettre dans laquelle je lui déclarais mes intentions. Chapitre 9. Continuation de l'histoire d'Imlac. La première fois que je me vis sur l'élément humide et que la terre eut disparu de mes regards, je jetai la vue autour de moi avec une terreur qui n'était pas sans charme, et sentant en quelque sorte mon âme s'agrandir devant cet horizon sans limite, j'imaginai que je ne pourrais jamais me rassasier d'un tel spectacle. Mais, en peu de temps, cet aspect uniforme et stérile me fatigua. Je me rebutai de voir éternellement ce que j'avais déjà vu.
Je descendis alors sous le pont du vaisseau, presque persuadé que tous mes plaisirs à venir finiraient comme celui-ci par des mécomptes et de la satiété. Pourtant, me dis-je, la terre est bien différente de l'océan. L'eau n'offre d'autre alternative que le repos ou l'agitation. La terre présente tour à tour des montagnes, des vallées, des villes et des déserts. Elle est habitée par des individus de mœurs différentes, d'opinions opposées. Ainsi, je puis espérer quelques variétés dans l'homme, quand même je n'en trouverai pas dans la nature. Ces réflexions calmèrent mon esprit et je m'occupais pendant le voyage, soit à apprendre des matelots l'art de la navigation, que je n'avais jamais pratiqué, soit à former des projets de conduite pour des situations dans aucune desquelles je ne me suis jamais trouvé. Je commençais à me lasser de ces récréations maritimes lorsque nous débarquâmes heureusement à Surat. Je mis mon argent en sûreté et après avoir fait quelques emplettes pour la forme, je me joignis à une caravane qui passait dans l'intérieur des terres. Mes compagnons, conduits par une raison ou par une autre à me croire riche, et mis dans le secret de mon ignorance par mes questions et par l'étonnement que je ne cessais de manifester, me regardèrent comme un novice qu'ils avaient le droit de duper et qui devait, selon l'usage, apprendre à ses dépens l'art de tromper à son tour. Ils m'abandonnèrent à la rapacité des domestiques ainsi qu'aux exactions des officiers et me laissèrent piller sous de ridicules prétextes, sans autre avantage pour eux-mêmes que la satisfaction de sentir leur supériorité sur moi. « Arrête un moment, dit le prince. Se peut-il qu'il y ait dans l'homme une telle dépravation, qu'il fasse du tort à autrui sans profit pour lui-même? Je conçois qu'on se plaise à l'idée de sa supériorité, mais ton ignorance était accidentelle, ce n'était crime ni sottise, et les autres ne pouvaient pas légitimement s'en applaudir. Cette habileté qu'ils avaient et que tu n'avais pas, ils l'auraient aussi bien démontré en te découvrant le piège quand ils les sent tomber. La vanité, dit Imlac, n'y regarde pas de si près. Elle se fait un triomphe du plus mince avantage. L'envie ne sent de bonheur que par comparaison avec la misère d'autrui. Ces hommes étaient mes ennemis parce que l'idée qu'ils avaient de ma richesse les blessait, et mes oppresseurs parce qu'ils trouvaient du plaisir dans le spectacle de ma faiblesse. Poursuis, dit le prince. Je ne mets pas en doute les faits que tu me racontes, mais je pense que tu te trompes dans les motifs que tu leur attribues. C'est avec mes compagnons, dit Imlac, que j'arrivai à Agra, capitale de l'Indostan, et résidence habituelle du grand Mongol. J'étudiai la langue du pays, et en peu de mois, je fus en état de converser avec les savants. Les uns me parurent moroses et réservés, les autres affables et communicatifs. Cela ne voulait enrichir personne des connaissances qu'ils avaient péniblement acquises. Ceux-ci, au contraire, proclamaient hautement comme le but de leurs études l'honneur de propager l'instruction. Je sus inspirer tant d'intérêt au gouverneur des jeunes princes que je fus présenté à l'empereur comme un homme d'une science peu commune. L'empereur me fit plusieurs questions sur mon pays et mes voyages, et quoique sa conversation ne me laisse pas aujourd'hui le souvenir d'un seul trait au-dessus de la portée la plus ordinaire, je le quittai sous le charme, aussi émerveillé de sa sagesse que ravi de sa bonté. Ma faveur était alors si haute que les marchands avec qui j'avais voyagé vinrent me demander des recommandations auprès des dames de la cour. Je fus surpris de leur confiance et leur reprochai avec douceur leur mauvais procédé durant la route. Ils m'écoutèrent avec une froide indifférence, sans montrer ni confusion ni regret. Après quoi ils insistèrent en me faisant des offres d'argent. Mais comme j'avais été sourd à leurs prières, je le fus à leur séduction et je les repoussai, non pour le tort qu'ils m'avaient fait, mais pour celui qu'ils pourraient faire à d'autres, les sachant capables d'employer mon crédit pour couvrir leur fraude. Je restai dans la ville d'Agra tant que j'y trouvais matière à instruction, puis je partis pour la Perse, où je vis les restes nombreux d'une antique splendeur et où je remarquai une civilisation avancée. Les Persans sont éminemment sociables. Leurs réunions me fournissaient chaque jour des observations de mœurs et de caractère, et j'y suivais le cœur humain dans toutes ses variations. De Perse, je passai en Arabie, où je vis un peuple pasteur et guerrier, qui n'a qu'une existence nomade, dont les troupeaux font la seule richesse, et qui, sans ambition comme sans envie, a héréditairement, dans tous les âges, entretenu la guerre contre le reste du monde. Chapitre 10. Continuation de l'histoire d'Imlac, dissertation sur la poésie. Partout, j'ai vu la poésie honorée comme le plus noble des arts, et j'ai vu partout les hommes lui accorder quelque chose de la vénération qu'ils ont pour les anges. Mais je ne puis comprendre que dans tous les pays, on regarde les plus anciens poètes comme les meilleurs. Serait-ce que les autres arts exigent une longue suite d'efforts et de travaux, et que la poésie est un pur don du ciel? Ou bien, aux accents des premiers poètes, les nations se seraient-elles laissées surprendre par le charme de la nouveauté, et ceci devrait-il au seul hasard, une faveur confirmée depuis par un consentement unanime? La mission du poète étant de peindre la nature et les passions qui ne changent point, le pinceau ou l'imagination des premiers écrivains se serait-il emparé d'abord des descriptions les plus frappantes, des conceptions les plus heureuses, et n'aurait-il laissé à leurs successeurs que la reproduction des mêmes sujets et quelques nouvelles combinations des mêmes images?
Quoi qu'il en puisse être, il semble que la nature ait plus de part dans les productions des anciens poètes et l'art dans celles de leurs successeurs. Aux premiers appartient la puissance qui crée, aux autres le goût qui polit. Je brûlais de me ranger sous la noble bannière des poètes. Je lus les auteurs persans et arabes et sus par cœur tous les volumes suspendus dans la mosquée de la Mecque. Mais je sentis bientôt que jamais on ne fut grand par l'imitation, et ma passion pour la gloire m'entraîna vers l'étude de la nature et de l'homme. La nature était mon sujet, le genre humain mon auditoire. Comment peindre ce que je n'avais jamais vu? Je ne pouvais causer des émotions de plaisir ni de terreur chez des gens dont j'ignorais les penchants et les mœurs. Résolu d'être poète, je vis tous les objets sous un aspect nouveau. En un instant, ma sphère d'observation s'agrandit. Tout genre d'instruction me devint utile. Je demandai aux montagnes et aux déserts des images et des comparaisons. Mon imagination se peignit vivement l'arbre de la forêt et la fleur du vallon. J'observais avec autant de soin les fentes d'un rocher que le dôme des palais. Tantôt je suivais le ruisseau dans ses 1000 détours, tantôt j'étudiais les métamorphoses des nuages dans un jour d'été. Rien d'inutile au poète. Son imagination doit se nourrir de tout ce qui est beau, de tout ce qui est terrible. Il faut qu'il connaisse à la fois les choses qui frappent par leur grandeur et celles qui charment par leur élégance. Les plantes des jardins, les habitants des forêts, les minéraux que recèle la terre, les météores qui brillent au ciel, tout doit concourir à former dans son esprit un fond d'inépuisable variété. Il a sans cesse besoin d'idées pour donner de la force ou de la grâce aux vérités de la morale et de la religion. Plus le poète sait, plus il varie ses tableaux, plus il charme par la finesse de ses allusions et la nouveauté de ses rapprochements. Je vis la nature sous toutes ses formes, et chaque pays contribua pour sa part à mes trésors poétiques. « Dans un champ si vaste, tu as sans doute laissé échapper beaucoup d'observations, dit le prince. J'ai vécu jusqu'à présent dans l'enceinte de ces montagnes, et je ne saurais y faire un pas sans rencontrer des objets qui n'avaient pas encore frappé mes regards ou attiré mon attention. Le devoir du poète, dit Imlac, est d'examiner les espèces et non les individus, de s'attacher seulement aux propriétés générales et aux formes d'ensemble. Il ne doit pas compter les stries de la tulipe, ni décrire chaque nuance de la forêt. Dans l'imitation de la nature, il faut qu'il saisisse les points saillants propres à rappeler vivement l'original, qu'il préfère à ces détails minutieux que les uns voient et les autres négligent, les traits caractéristiques qui frappent à la fois l'indifférent et l'observateur. Mais l'étude de la nature n'est que la moitié de la tâche du poète. Il a besoin de connaître aussi l'homme dans toutes les situations de la vie. Son rôle exige qu'il sache juger le bonheur ou la misère de chaque condition, observer la puissance des passions et leurs combinaisons diverses, suivre l'esprit humain dans toutes ses phases, selon les lieux, le climat ou les mœurs, depuis la vivacité de l'enfance jusqu'à l'engourdissement de la vieillesse. Il faut qu'il se dépouille des préjugés de son siècle et de son pays, qu'il envisage le bien et le mal dans leur état abstrait et immuable. Il faut qu'il détourne ses regards des lois et des opinions du moment pour s'élever aux vérités générales et transcendantes qui sont toujours les mêmes. Il faut aussi qu'il se contente d'une célébrité lente, qu'il dédaigne les applaudissements contemporains et confie ses titres à la justice de la postérité. Il faut de plus qu'il écrive comme l'interprète de la nature et le législateur du genre humain, qu'il plane sur la pensée et les mœurs des générations futures comme un être supérieur à tous les temps et à tous les lieux. Ce n'est pas tout encore. Il doit posséder une foule de langues et de sciences diverses, et pour que son style réponde à ses pensées, il doit se familiariser par un exercice sans relâche avec toutes les délicatesses du langage, avec toutes les ressources de l'élocution.